Bonjour tout le monde. Regardez qui vient de faire une déclaration sur la liberté d'expression. Vous l'avez deviné, probablement grâce au titre de cette vidéo. C'est Mark Zuckerberg. Et c'est quelque chose que nous pourrions appeler l'effet Trump, je suppose. Juste quelques jours avant l'investiture d'un président très favorable à la liberté d'expression, nous voyons maintenant des mouvements dans le monde de la technologie. Après qu'Elon Musk ait été pendant longtemps le champion de la liberté d'expression, avec des astérisques à cette déclaration, il semble que maintenant, le message commence à devenir plus clair pour d'autres également. Donc, cette déclaration de M. Zuckerberg mérite bien sûr beaucoup d'attention, car il possède Facebook, Instagram et plusieurs autres sites de médias sociaux. S'il se prononce en faveur de la liberté d'expression, et la manière dont il le fait est importante, cela pourrait également avoir un impact sur d'autres plateformes. Alors, passons en revue. Il nous donne 5 points sur la façon dont il envisage maintenant de desserrer les vis. Salut à tous. Je veux parler de quelque chose d'important aujourd'hui, car il est temps de revenir à nos racines concernant la liberté d'expression sur Facebook et Instagram. J'ai commencé à construire les réseaux sociaux pour donner une voix aux gens. J'ai prononcé un discours à Georgetown il y a 5 ans sur l'importance de protéger la liberté d'expression, et je le crois toujours aujourd'hui. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Il y a eu un débat généralisé sur les dommages potentiels du contenu en ligne. Les gouvernements et les médias traditionnels ont poussé à censurer de plus en plus. Beaucoup de cela est clairement politique, mais il y a aussi beaucoup de choses vraiment mauvaises. Drogue, terrorisme, exploitation des enfants. Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux, et je veux m'assurer que nous les gérons de manière responsable. Nous avons donc construit de nombreux systèmes complexes pour modérer le contenu. Mais le problème avec les systèmes complexes, c'est qu'ils font des erreurs. Même s'ils censurent accidentellement seulement 1% des publications, cela concerne des millions de personnes. Et nous avons atteint un point où il y a tout simplement trop d'erreurs et trop de censure. Les récentes élections semblent également être un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à la liberté d'expression. Il est assez intéressant de voir comment il essaie de présenter cela comme quelque chose qui s'est accumulé, qu'il a clairement observé, mais qui devient maintenant incontrôlable. La censure, après les fichiers Twitter, après que nous avons dû apprendre bien sûr de combien de manières, surtout pendant la pandémie de coronavirus. Le gouvernement influençait déjà fortement la censure en coulisses sur les plateformes de médias sociaux. Et comment la liberté d'expression était vraiment restreinte. Je veux dire sur YouTube, où vous regardez cela en ce moment, je suppose, et sur d'autres plateformes, où certaines phrases n'étaient plus prononçables, même aux États-Unis. Alors maintenant, il le porte bien sûr au niveau politique. Je veux dire, c'était quelque chose que l'administration Biden voulait, évidemment, et recherchait, et que les grandes entreprises technologiques, la plupart d'entre elles, certaines non, mais la plupart ont suivi. Et celles qui ont essayé de prendre une autre voie ont été éliminées. Souvenez-vous simplement de ce qui est arrivé à Parler après le 6 janvier, il y a 4 ans. Donc cette censure que nous avons vue au cours des 4 années était clairement liée, totalement liée, à la présidence Biden. Et il semble que M. Trump introduise maintenant une nouvelle compréhension de ce qui devrait être stable et de ce qui ne devrait pas l'être. Nous allons donc revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et le rétablissement de la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus précisément, voici ce que nous allons faire. D'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à celles sur X
en commençant par les États-Unis. Merci. Merci. Les vérificateurs de faits sont l'idée la plus stupide, horrible et orwellienne que ces gens dans les bureaux ont inventée pour vous vendre l'idée qu'il y a des gens qui connaissent les vrais faits et d'autres non. Et nous nous plaignons de cela depuis des années. Nous nous en moquons depuis des années. Mais nous souffrons tous encore maintenant de personnes qui se disent vérificateurs de faits et qui souvent n'ont même pas de diplôme universitaire approprié. Je veux dire, des gens sans même de maîtrise qui se lancent ensuite dans le journalisme et se disent vérificateurs de faits et ont même l'audace de dénigrer les chercheurs dans les universités, les médecins qui vous disent que ce que dit le médecin X est de la désinformation et doit donc être purgé. Rappelons-nous cela. Je veux dire, c'était l'héritage de cette folie du corona, n'est-ce pas? L'idée de ces vérificateurs de faits. Et cela est devenu terriblement incontrôlable. Alors merci, Mark Zuckerberg. C'est une bonne initiative. Les notes communautaires, pour réellement ajouter du contexte, sont une bien meilleure façon de tenter de créer un espace d'information autour d'informations potentiellement fausses ou trompeuses, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que Twitter a défendu, X a défendu, et maintenant Facebook et Instagram vont s'en inspirer. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans relâche sur la façon dont la désinformation constituait une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont été trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé. Surtout. Oui, ils l'ont fait. Je veux dire, la plupart d'entre nous sur YouTube craignent que de plus en plus de contenus disparaissent, n'est-ce pas? C'est du moins l'une de mes préoccupations sérieuses et honnêtes. Mais il semble que quelque chose est maintenant changé. Cette idée du vérificateur de faits et de l'arbitre de la vérité, comme il le dit correctement, est très dommageable. Je suis heureux de voir que Mark Zuckerberg rejoint maintenant réellement le mouvement anti-censure. Au cours des prochains mois, nous allons progressivement mettre en place un système de notes communautaires plus complet. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et éliminer un certain nombre de restrictions sur des sujets comme l'immigration et le genre qui sont simplement déconnectés du discours dominant. Ce qui a commencé comme un mouvement pour être plus inclusif a de plus en plus été utilisé pour étouffer les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes. Et cela est allé trop loin. Je veux donc m'assurer que les gens puissent partager leurs croyances et expériences sur nos plateformes. Troisièmement, définitivement, l'effet Trump. Il est maintenant acceptable, à nouveau, d'avoir des idées conservatrices, d'avoir des opinions conservatrices et d'exprimer ces opinions. C'est assez stupéfiant que ce soit sous un démocrate que la censure est augmentée de manière si spectaculaire. Ce n'était pas parfait avant, mais cela a vraiment échappé à tout contrôle sous l'administration Biden. Nous changeons notre manière d'appliquer nos politiques pour réduire les erreurs qui représentent la grande majorité de la censure sur nos plateformes. Nous avions l'habitude d'avoir des filtres qui détectaient toute violation de politique. Désormais, nous allons concentrer ces filtres sur la lutte contre les violations illégales et de haute gravité. Pour les violations de moindre gravité, nous allons nous appuyer sur le signalement d'un problème par quelqu'un avant de prendre des mesures. Le problème est que les filtres font des erreurs et suppriment beaucoup de contenu qu'ils ne devraient pas. Donc, en les réduisant, nous allons considérablement diminuer la censure sur nos plateformes. Nous allons également ajuster nos filtres de contenu pour exiger une confiance beaucoup plus élevée
avant de supprimer du contenu. La réalité est que c'est un compromis. Cela signifie que nous allons attraper moins de mauvais contenus, mais nous réduirons également le nombre de publications et de comptes de personnes innocentes que nous supprimons par erreur. Et ce qu'il vient de dire ici, j'y crois. Je veux dire, nous avons souvent l'impression que lorsque des choses sont supprimées de YouTube et des choses sont supprimées sur Facebook ou Instagram, la censure sévit. Mais très souvent, ce sont des filtres qui retirent automatiquement des contenus et ils sont trop sensibles. Je vois cela sur ma propre chaîne, avec des personnes qui commentent que certains des commentaires ont été supprimés, qu'ils ont été censurés, enlevés et ainsi de suite. Le fait que dans la section des commentaires de cette chaîne, je dois activer le système de filtrage automatique parce que je n'ai tout simplement pas le temps de passer en revue tous les commentaires moi-même. Et il y a vraiment, je veux dire, non seulement des opinions scandaleuses, mais aussi toutes les arnaques financières, comme cliquer ici pour investir, bla bla bla, ou d'autres types d'arnaques évidentes, où deux personnes semblent interagir l'une avec l'autre. Mais c'est évidemment juste un moyen d'attirer un lecteur à cliquer sur un lien et ensuite le tromper d'une manière ou d'une autre. Et ce genre de choses ne fait évidemment pas partie de la liberté d'expression. Cela fait partie de ce qui doit être, d'une manière ou d'une autre, filtré. Mais évidemment, Facebook et beaucoup d'entreprises, comme nous l'avons tous constaté, ont été tellement restrictifs à ce sujet que cela touche aussi au discours politique, ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas. Certaines paroles sont tout simplement hors de question. Bien qu'aux États-Unis, ces mots seraient couverts par la liberté d'expression. Vous savez, pendant le corona, l'efficacité du vaccin contre le corona ne pouvait pas être remise en question sur YouTube, et ainsi de suite, car cela vous vaudrait des avertissements et des choses comme ça. Et sur Facebook, ces commentaires seraient supprimés. C'est la partie inquiétante de la liberté d'expression. Mais en même temps, oui, les sites de médias sociaux luttent légitimement non seulement contre les discours nuisibles, mais aussi contre les publications nuisibles qui sont même potentiellement illégales, n'est-ce pas? Je veux dire, pensez simplement à n'importe quel type de publication, avec du contenu pédophile ou d'autres contenus illégaux, pas des discours, mais des liens illégaux vers des sites illégaux, vers des sites criminels, qui doivent évidemment être supprimés d'une manière ou d'une autre. Il y a donc une ligne de démarcation légitime entre la liberté d'expression et le contenu illégal qui est ensuite publié et où ces plateformes sont utilisées. Mais il est très logique que Mark Zuckerberg et son entreprise essayent maintenant de pencher du côté, non pas de la prudence, mais de la liberté d'expression, ce qu'ils n'ont certainement pas fait auparavant. Ils ont essayé de s'adapter aussi étroitement et confortablement que possible aux exigences de censure de l'administration américaine et de l'Union européenne d'ailleurs. Nous réintroduisons du contenu civique. Pendant un certain temps, la communauté a demandé à voir moins de politique, parce que cela stressait les gens. Alors nous avons cessé de recommander ces publications. Mais il semble que nous soyons dans une nouvelle ère maintenant. Et nous commençons à recevoir des retours, indiquant que les gens veulent revoir ce contenu. Nous allons donc commencer à réintégrer cela sur Facebook, Instagram et Threads, tout en travaillant à maintenir des communautés amicales et positives. Cinquièmement, nous allons déplacer nos équipes de confiance et de sécurité, ainsi que de modération de contenu hors de Californie. Et notre examen de contenu basé aux États-Unis sera basé au Texas. This is probably the most interesting
C'est probablement la mesure la plus intéressante pour permettre, encore une fois, la liberté d'expression. Je veux dire, déplacer physiquement l'équipe de modération de contenu de Californie et la mettre au Texas, les sortir d'un État libéral et les mettre dans un État, plus ou moins célèbre pour être conservateur. Le nombre de personnes, le type d'employés qu'ils veulent, devrait représenter non pas la Californie libérale, mais le Texas conservateur. C'est assez stupéfiant. Et je me demande s'ils vont faire cela la prochaine fois qu'un démocrate entrera à la Maison-Blanche, s'ils vont simplement inverser cela. Mais écoutons ce qu'il a à dire. Alors que nous travaillons à promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela nous aidera à instaurer la confiance en menant ce travail dans des endroits où il y a moins de préoccupations concernant le parti pris de nos équipes. Enfin, nous allons collaborer avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et cherchent à censurer davantage. Les États-Unis ont les protections constitutionnelles les plus fortes pour la liberté d'expression au monde. L'Europe a un nombre croissant de lois institutionnalisant la censure et rendant difficile la création de quelque chose d'innovant là-bas. Les pays d'Amérique latine ont des tribunaux secrets qui peuvent ordonner aux entreprises de retirer discrètement des contenus. La Chine a censuré nos applications pour qu'elles ne fonctionnent même pas dans le pays. La seule façon de contrer cette tendance mondiale est avec le soutien du gouvernement américain. Maintenant, je suis très partagé sur ce point. D'une part, il a absolument raison. Je veux dire, l'UBML et le Royaume-Uni ont maintenant des lois vraiment folles qui leur permettent de censurer ou d'exiger que les entreprises suppriment du contenu. Et il est vrai que les États-Unis, avec leur premier amendement, ont probablement, de toutes les juridictions auxquelles je peux penser, la protection la plus forte de la liberté d'expression. Le premier amendement est juste un exemple extrêmement bien formulé de protection pour s'assurer que c'est l'un des fondements de tout le système politique des États-Unis. D'autres pays, comme la Suisse, l'Allemagne et l'Union européenne au niveau de l'Union, n'ont pas un principe aussi fort, même si la liberté d'expression est un principe fondamental de leur système politique. Ce n'est pas ancré dans leur cadre constitutionnel de la même manière qu'aux États-Unis. Maintenant, bien que ce soit une bonne chose, et je félicite M. Zuckerberg de vouloir respecter les promesses de la Constitution américaine et ramener la liberté d'expression sur ces plateformes, en même temps, ce qu'il affiche est aussi l'idée messianique que notre façon de faire est la meilleure. Donc, si la Chine fait différemment, ou si un autre endroit dans le monde a des valeurs différentes, alors nous devons combattre ces valeurs et imposer les nôtres. Bien que, dans ce cas, je sois en fait d'accord avec ces valeurs. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est le rôle des États-Unis d'imposer ces systèmes de valeurs, libéraux ou conservateurs, au reste du monde. Encore une fois, je suis dans le camp des personnes qui soutiennent ce qu'ils font. Mais je ne suis pas fan des États-Unis, essayant de s'immiscer dans chaque coin du monde et d'imposer la façon dont ils pensent que la société devrait être gérée. Mais d'accord, continuons. Et c'est pourquoi cela a été si difficile au cours des 4 dernières années, même lorsque le gouvernement américain a poussé à la censure. En s'en prenant à nous et à d'autres entreprises américaines, il a encouragé d'autres gouvernements à aller encore plus loin. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de restaurer la liberté d'expression, et je suis enthousiaste à l'idée de la saisir. Cela prendra du temps pour bien faire les choses, et ce sont des systèmes complexes. Ils ne seront jamais parfaits. Il y a aussi beaucoup de contenu illégal que nous devons encore travailler très dur pour supprimer. Mais l'essentiel est qu'après des années à concentrer notre travail de modération de contenu, principalement sur la suppression de contenu, il est temps de se concentrer sur la réduction des erreurs
la simplification de nos systèmes et le retour à nos racines pour donner une voix aux gens. J'attends avec impatience ce prochain chapitre. Restez bons et plus à venir bientôt. Ne vous y trompez pas. Je veux dire, il a créé Facebook et acquis Instagram, non pas pour être un champion de la liberté d'expression, mais pour gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux rapportent beaucoup d'argent. Et eh bien, il est milliardaire grâce à cela. Mais en même temps, ce que nous avons vu au cours des dernières années, c'est une spirale de censure de plus en plus forte, parce que cela venait du niveau politique. C'était politiquement opportun et politiquement exigé de ces entreprises à la fin de la journée. Ce que les 4 ou 5 dernières années, surtout à travers le Covid, nous ont appris, c'est que lorsque nous pensions que le pouvoir de l'État était maintenant diminué parce qu'une grande partie du pouvoir réside dans les entreprises, la technologie, l'argent et la finance, et tout ce qui est grand, ce n'est pas vraiment vrai. Le pouvoir ultime reste entre les mains des gouvernements. Lorsqu'ils décident de sévir, ils peuvent causer des dommages extrêmes. Et ce n'est pas seulement le cas pour la Chine, où la Chine a décidé de sévir contre sa propre industrie du jeu, etc. Cela est également vrai pour les États-Unis et pour l'Europe. Ainsi, les décideurs politiques peuvent encore briser leurs propres industries. Lorsqu'ils menacent d'intervenir, ces entreprises se conforment toujours. Nous avons vu Facebook et Instagram se conformer. Nous avons vu Twitter se conformer. Ce sont seulement les actions d'Elon Musk, en achetant effectivement l'ensemble et en changeant l'intérieur, et en affrontant l'administration Biden, et en finissant par soutenir Donald Trump, qui ont en quelque sorte changé les choses sur quelques plateformes. Rumble, la plateforme vidéo de liberté d'expression, a engagé un combat et a dû en subir les conséquences en quittant la France, par exemple. Et je pense qu'ils sont également bloqués maintenant au Brésil. Je veux dire, c'est quelque chose que je pense qu'ils sont bloqués au Brésil. Je suis plus sûr. Mais les gouvernements peuvent bloquer ces sites de médias sociaux au niveau de l'IP, et ensuite, vous ne pouvez plus y accéder. Et nous avons vu cela se produire également dans l'Union européenne, qui a bloqué RT et Sputnik, etc. Donc le pouvoir de l'État de non seulement façonner, mais vraiment gouverner et réguler l'espace d'information est encore énorme. Et le fait qu'il soit maintenant un produit avant même que Donald Trump n'entre en fonction, prend des mesures et dit en fait, comme regardez, nous allons travailler avec l'administration Trump. C'est le même schéma, n'est-ce pas? C'est un schéma où les entreprises technologiques sont en réalité une extension des souhaits du gouvernement, ce qui, je dois le dire, soulève également des questions. Quels autres souhaits du gouvernement remplissent-elles? Comme inclure ces portes dérobées, y compris l'espionnage et les logiciels pour s'assurer que les conversations qui devraient être privées ne le sont en fait pas, afin que la CIA et d'autres agences à 3 lettres qui veulent accéder à certaines informations, agrégées ou détaillées, y aient accès. Nous ne savons pas, mais une chose est claire. Si le gouvernement le commande, ces entreprises joueront le jeu, car au bout du compte, ce pourquoi elles sont là, c'est pour gagner de l'argent, et elles suivront la vague actuelle. Il semble maintenant que la réémergence de Donald Trump et la nouvelle administration Trump inaugurent à nouveau plus de liberté d'expression. Je ne sais pas si cela va durer. Et nous savons aussi que l'administration Trump a des opinions très fortes, par exemple, en ce qui concerne Israël. Je veux dire, si la censure va augmenter sur le sujet d'Israël, c'est difficile à prévoir. Ce que nous savons maintenant, c'est que si l'administration Trump demande à ces entreprises de bloquer certains contenus, elles le feront probablement. Et ces entreprises sont excellentes dans l'art du double langage. Elles sont absolument formidables pour parler des deux côtés de la bouche,
quand il s'agit de vous vendre l'idée que d'une part, elles sont pro-liberté d'expression, mais d'autre part, elles appellent simplement les choses par un autre nom. Et l'exemple numéro 1, bien sûr, était toute l'idée des fausses nouvelles et des vérificateurs de faits. Facebook et Instagram prétendaient encourager la liberté d'expression, mais qu'ils travaillaient avec des vérificateurs de faits de confiance. Maintenant, cela disparaît en général. C'est un développement positif. Dans l'ensemble, cela ne signifie pas du tout que nous sommes sortis d'affaires en ce qui concerne le complexe de censure militaro-industriel ou le complexe de censure médico-industriel. Il reste à voir jusqu'où ira cette nouvelle idéologie de la liberté d'expression. Nous verrons également si cela aura réellement un impact sur les Européens et l'Europe. Et comme il l'a dit, les Chinois, je veux dire, c'est insensé de penser que l'administration Trump pourrait d'une manière ou d'une autre imposer des règles de liberté d'expression à la Chine. Parce que, encore une fois, la Chine et maintenant la Russie aussi sont dans une large mesure numériquement souveraines, dans le sens où elles ont leurs propres entreprises. Les Européens dépendent beaucoup de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Ils travaillent avec des cadres réglementaires très similaires dans ce processus de prise de décision transatlantique. Mais dans l'ensemble, maintenant que Facebook est la deuxième entreprise, Facebook et Instagram, après Twitter sous Elon Musk, à se prononcer en faveur de la liberté d'expression, c'est déjà quelque chose de réconfortant et encourageant. Voyons où cela mène. Merci de votre attention. Thank you for your attention.